Bonjour à tous, on va démarrer, si vous voulez bien vous installer, cette nouvelle table ronde sur comment réconcilier urbains et ruraux. Alors l'opposition entre le rat des villes et le rat des champs n'est pas nouvelle, hein, vous la connaissez. Une opposition entre d'un côté des actifs éduqués ayant accès aux services publics et de l'autre côté des moins actifs avec un niveau d'éducation plus faible, etc. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'abord d'évaluer l'ampleur de cette réalité en fait. C'est-à-dire est-ce que cette opposition est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est d'actualité en France et dans les autres pays du monde? On a la chance d'avoir des invités qui viennent d'autres pays que la France et vous allez les entendre sur ça. Donc de savoir si l'évolution récente avec le télétravail en particulier a modifié cette donne d'opposition entre ruraux et urbains. Ça c'est la première question qu'on va se poser. Et la deuxième est évidemment comment les réconcilier, s'il y a besoin de les réconcilier, et plus précisément quelles politiques publiques sont attendues et lesquelles sont efficaces et lesquelles fonctionnent et si elles fonctionnent. Donc pour cadrer un peu ces questions, je vais vous donner un peu des éléments de ce que les économistes en fait disent sur ces éléments-là aujourd'hui en moins de 2 minutes. Donc le premier point que je voudrais quand même, sur lequel je voudrais insister, c'est que cette opposition, elle est compliquée à mettre en œuvre, à mettre en évidence dans les données. Pour la simple raison que l'INSEE par exemple va nous distinguer entre pôle urbain, aire urbaine, périurbain, banlieue, centre-ville, etc. Et donc en fait, il y a réellement un continuum dans les habitations, dans le mode de vie, et donc il est très compliqué, même statistiquement, si vous voulez, d'établir des frontières très étanches. Ça c'est le premier point, mais reste que on sait par exemple que un actif sur 3, un peu moins d'un actif sur 3 travaille hors des zones urbaines. Et 80% de notre population vit dans 20% du territoire. Ça, c'est une première donnée un peu sur cette réalité de la séparation. En ce qui concerne les inégalités entre ces deux populations, si on arrive à les séparer, elles restent réelles. Elles restent réelles d'abord d'inégalités d'accès à l'emploi sur le marché du travail. Il y a par exemple, l'INSEE chiffre qu'il y a moins de 60 emplois pour 100 actifs dans les zones rurales, ce qui n'est pas le cas évidemment dans les zones urbaines, et que donc plus d'un rural sur 2 travaille en zone urbaine. Donc on a des réels enjeux d'accès au marché du travail. Il y a aussi des inégalités en termes de santé. L'espérance de vie en zone rurale est 2 ans plus faible qu'en zone urbaine, à âge donné, à genre donné, à travail donné. Bien sûr, l'inégalité dans l'accès aux services publics a été largement documentée lors de la crise des Gilets jaunes. Accès aux services publics de santé, mais aussi d'école. On sait par exemple que presque 100% des urbains trouvent un service d'urgence en hôpital en moins de 20 minutes, ce qui est le cas de moins de 70% des ruraux. Donc voilà, des inégalités qui existent. En revanche, je voudrais qu'on insiste, et on le verra dans la table ronde aujourd'hui, sur les échanges entre ces deux populations, et que ces échanges sont d'autant plus important qu'on est dans la transition écologique, et donc il y a évidemment des flux à la fois d'énergie, de matière, de biens et services entre les deux populations qui les rendent extrêmement complémentaires, et on va le voir. Le troisième point, et j'irai vite, c'est sur les politiques publiques. Les politiques publiques de résorption de ces inégalités et sur les enjeux, en fait, même en termes de vote. Il y a beaucoup de travaux en économie sur le vote de ces zones rurales et l'explication de la crise des Gilets jaunes par l'habitation. On sait par exemple que un argument important de la crise des Gilets jaunes a été le fait de vivre en ville moyenne, c'est-à-dire dépendre des transports, donc dépendre du prix du carburant en particulier, et de se sentir éloigné du centre-ville, par exemple. Il y a des travaux très récents par Claudia Sénic, qui est parmi nous aujourd'hui, qui montrent en particulier que la crise politique, que le vote, par exemple, pour les extrêmes, s'explique en partie par l'appartenance à une ville ou une zone périurbaine qui a été déclassée, c'est-à-dire qui a perdu, par exemple, un service public, un niveau d'emploi, une hausse de chômage. Donc, c'est pas tellement votre niveau de vie à vous qui va déterminer cette perception des inégalités, mais réellement votre appartenance au collectif, à l'agglomération qui en souffre. Donc voilà, beaucoup de questions, j'ai été déjà trop longue, et je laisse le débat à nos experts.
Merci Maya Bakache pour ce propos introductif. Alors, 4 petites remarques et un regret avant de passer au débat. D'abord, c'est un merveilleux voyage des montagnes du Guangxi en passant par Oslo, Dubaï ou les îles de la Sonde ou les territoires ruraux de France que nous vous convions aujourd'hui à partir d'Aix. 2, ce sera un voyage accéléré compte tenu du temps dont nous disposons et un voyage en accéléré qui ressemble aussi aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. 3, plutôt juste un chiffre à partager avec vous. Pierre Jacquet, qui était à l'époque chef économiste à l'AFD, Agence française de développement, disait que en 2012, 5 millions de ruraux quittaient la campagne chaque mois dans le monde. Enfin, peut-être un regret justement, il n'y a pas de place dans cette table ronde pour l'agriculture qui peut jouer un rôle majeur dans cette réconciliation entre territoires ruraux et territoires urbains. Alors, tout de suite, je vais me tourner vers Isabella Alveberg. Vous venez d'Oslo, vous dirigez un cabinet d'architecture qui est présent dans le monde entier. Comment est-ce que, à partir de l'architecture, de l'urbanisme, on peut justement réconcilier urbains et ruraux? Et comment est-ce que vous innovez dans ce domaine-là? Thank you. And please. Merci. Je ne m'adresse pas en français avec vous, mais je m'adresserai à vous en anglais. Oui, je viens de Snøhetta. Nous sommes un cabinet d'architectes mondiaux. Depuis 35 ans, nous avons basé nos activités sur la commission Brundtland et sur le rapport des Nations Unies sur le futur. Nous, bien sûr, nous appuyons les 3 piliers de la durabilité, économique, sociale et environnementale, donc en termes de durabilité. Mais ceci étant dit, ce n'est pas en fait... bien sûr, nous travaillons sur 4 axes quand on réfléchit au développement rural et urbain. Et ces 4 axes sont les suivants. D'abord, des conceptions contextuelles et durables. Ensuite, des développements en utilisation mixte. Et bien sûr, une croissance intelligente. Maintenant, si je démarre avec la conception contextuelle, et en tant qu'architecte, nous avons la responsabilité de construire notre environnement pour le futur. Et nous sommes convaincus que nous devons concevoir avec la générosité à l'esprit. Nous construisons plus d'ouverture nous établissons plus d'ouverture pour le dialogue et nous croyons beaucoup à rendre à la société plus que des bâtiments. Nous pouvons ouvrir les communautés et c'est ce qui est important pour nous, c'est qu'on doit plus parler de la population, des gens. Donc, quelques exemples. En France, par exemple, nous avons construit les sièges du Monde, du journal Le Monde à Paris. Et vous avez peut-être vu la générosité, donc ce qui est offert au public avec l'arche sous le bâtiment, donc où le public peut traverser pour aller vers la station de métro. Mais nous avons pu jouer également un lieu de loisirs. On peut travailler et jouer en même temps sur le même endroit pour le public et c'est également un bâtiment commercial. Un autre exemple du travail qu'on a fait, c'est Times Square, la réhabilitation de Times Square à New York. Actuellement, à Times Square, c'était, comme vous savez, l'un des endroits les plus agités du monde en termes de trafic et autres. Et simplement, en rendant cette zone pédestre, nous avons pu augmenter la sécurité des piétons. Nous avons augmenté également la fréquentation des magasins autour et nous avons réduit en fait la criminalité. Je vous dis tout ceci, vous pouvez croire que peut-être... Mais il y a de la documentation sur tous les projets que nous faisons. En fait, nous pouvons améliorer les sociétés, les communautés où nous construisons. Le troisième élément, et ça c'est un peu pour que l'Europe vienne à Oslo, c'est que venez voir l'opéra et le salle de ballet de Oslo. Si vous êtes déjà rentré dans un opéra, généralement ils sont très traditionnels, souvent assez fermés et plutôt pour la grande société, la grande bourgeoisie. De la façon dont on a construit l'opéra, nous voulions inclure les communautés pour qu'elles s'approprient l'opéra. Et cet opéra, c'est un endroit où le public peut utiliser le toit de l'opéra qui est devenu la plus grande facilité touristique à Oslo. Les gens montent et descendent sur le toit de marbre qui est considéré comme une œuvre d'art, pour ça qu'on peut y marcher. Et les gens visitent l'opéra de cette façon beaucoup plus qu'ils ne faisaient auparavant. Donc ce sont quelques exemples sur la façon dont nous pouvons améliorer les communautés. Une minute.
Une minute. Je parlais de l'utilisation mixte donc, ce qui concerne l'utilisation mixte, je pense que c'est certainement la voie pour inclure la conception urbaine et rurale. Il faut construire pour mieux des communautés. Il faut avoir un sentiment des communautés dans le développement rural, des utilisations mixtes où on peut également travailler, construire des maisons, des centres commerciaux, des installations de loisirs, tout cela en un endroit. Donc on n'est pas cette espèce de croissance urbaine. Et j'adore, moi, par exemple, la réflexion, la stratégie parisienne où on peut, le système de 15 minutes. Voilà. Et donc n'importe qui peut rentrer, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous, dans tous les aspects, vous pouvez être en 15 minutes. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons. Merci. Avoir conclu sur la ville du quart d'heure. Moi, je me tourne justement vers Marie-Ange Debon. Vous êtes présidente de Keolis, 68 000 salariés dans le monde. Cette question de la mobilité, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on fait pour mieux relier territoires ruraux et territoires urbains? Et comment vous, au sein du groupe, puisque vous êtes présent dans le monde entier, comment est-ce que vous innovez? Oui, merci Patrice. Oui, Keolis est à la fois présent dans le rural comme dans l'urbain. Bien sûr, on opère des métros, des trams, mais aussi des bus, des cars. Et puis, on essaye, puisque c'est la grande problématique, c'est de donner accès à tous au transport en commun. On parle souvent à propos de la mobilité que c'est le droit des droits, puisque c'est le droit qui permet d'avoir accès aux autres droits. C'est le droit qui permet d'avoir accès au droit à la culture, au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit au travail. Donc évidemment, en tant qu'opérateur de transport public en France et dans une douzaine d'autres pays, notre objectif, c'est de donner accès à tous. Et concrètement, pour être très très pragmatique, dans le milieu rural, il y a plein de nouvelles solutions qui se sont développées. Donc on ne va pas aller faire un grand métro comme le Grand Paris Express dans des bourgades éloignées de France, mais par contre on a d'autres moyens. Alors on a tout d'abord l'autocar express avec des voies dédiées. C'est un moyen qui est beaucoup plus léger évidemment que l'infrastructure ferroviaire. Ça se développe de plus en plus. C'est un moyen de relier rapidement avec des voies prioritaires, des véhicules de plus en plus confortables, à donner accès aux citoyens à des trajets qu'ils n'ont pas l'occasion de faire s'ils n'ont pas de voiture. Le deuxième expérience très très concrète aussi, vous connaissez tous les applications de VTC. Or, il existe de plus en plus d'applications dites VTC, en fait de transport à la demande, organisées par les opérateurs de transport public. Si vous êtes ici, si vous habitez Aix, ici, on a un transport à la demande. Vous vous connectez sur l'application avec un outil digital, vous demandez votre véhicule sur les zones qui sont desservies. Évidemment, les zones qui sont desservies sont des zones qui sont beaucoup plus périphériques. Ou si à 2 h du matin, vous avez 16 ans, vous sortez de boîte de nuit et vous n'avez pas de véhicule, vous appelez les véhicules de transport en commun offerts, financés par la collectivité locale. Donc le transport à la demande est devenu une solution pour alimenter beaucoup de périphéries ou permettre des amplitudes horaires qui sont très tôt ou très tard le soir. Et Keolis, on transporte 2,5 millions de passagers en transport à la demande. On est présent dans des... Je citais Aix-en-Provence, puisqu'on fait la périphérie de Aix. On fait les bus de centre-ville, mais on fait aussi le transport à la demande dans la périphérie. On transporte aussi des personnes à mobilité réduite en transport à la demande. Et on fait Strasbourg, Quimper, Orléans. Donc une capacité à compléter le transport public collectif par des outils beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples. Puis si on est encore un peu plus futuriste, on opère des véhicules autonomes. Et les véhicules autonomes seront des compléments. Ils ne sont pas encore complètement matures, mais d'ores et déjà, pour les derniers kilomètres en particulier, vous arrivez à la gare TGV du Creusot, qui est à un quart d'heure de la ville du Creusot.
comment faire pour relier le centre du Creusot. Donc les véhicules autonomes pour ces petits trajets seront aussi dans la palette des outils un complément très, très, très concret. Donc les opérateurs de transport public avec leurs clients qui sont ce qu'on appelle les autorités organisatrices, les collectivités locales qui financent, offrent le transport en commun, sont de plus en plus vigilantes, attentives à desservir les zones peu denses et justement d'assurer ce droit au transport. Et évidemment, pour nous, Keolis, c'est une priorité, l'accès à tous. Et dans une culture, on y reviendra peut-être, de transition énergétique qu'on veut développer de manière très volontariste, si on veut que certains abandonnent leur voiture, il faut qu'ils aient une alternative. On peut critiquer le fait de continuer à utiliser sa voiture individuelle. Si vous n'avez pas une offre de remplacement, ce n'est pas possible. Donc comment pour faciliter cette transition énergétique, les transports en commun s'organisent pour donner une alternative. Voilà quelques exemples concrets pour illustrer ce droit des droits. Merci d'avoir été très concrète avec ces quelques exemples. Oui, on peut être un groupe privé et innover au service aussi du public et des politiques publiques en matière de transport. Maintenant, cap sur la Chine avec Xidong. Vous venez de publier un très beau livre qui s'appelle Destin trafiqué, où vous racontez le destin d'une famille de la campagne en Chine. Peut-être deux ou trois petites minutes pour nous raconter un peu la genèse de ce livre et le message de ce livre aussi, qui est aussi un livre très mélancolique. Bonjour à tous. Comment réconcilier la ville et la campagne? C'est un sujet mondial. On ne trouve pas de réponse actuellement. Parfois, on peut poser la question à ChatGPT pour lui demander comment résoudre cette question. Et lorsqu'on pose les questions aux ordinateurs, aujourd'hui, la question de résoudre les problèmes est plus importante que de poser les questions. Aujourd'hui, les jeunes dans les campagnes chinoises, lorsqu'ils ne sont pas admis à l'université, ils vont chercher du travail. Parfois, ils rencontrent des femmes, ils se marient, ils font des familles, ils ont des enfants. Et beaucoup de ces jeunes souhaitent devenir des urbains. Beaucoup s'inquiètent des problèmes d'éducation pour leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle souvent ces enfants sont offerts à des familles plus riches qui n'ont des problèmes de fertilité. Et souvent, des familles pauvres, jeunes, voient leurs enfants grandir dans d'autres familles. Et parfois, il y a des familles où il y a des problèmes d'adultère et les parents biologiques vont s'opposer à ce genre de situation. Et donc les enfants reviennent dans leur famille d'origine. C'est la raison pour laquelle les pères biologiques, souvent, choisissent de disparaître parce que leurs enfants veulent rester dans ces familles plus aisées. Et souvent, ces enfants veulent avoir un autre destin. Ils préfèrent être nés en ville. Et beaucoup de jeunes retournent dans les villes ensuite pour trouver du travail. Alors, les enfants qui ont été offerts dans ces familles riches mènent ensuite des enquêtes et se rendent compte que leurs parents sont morts. Ils vivent une sorte de contradiction. Ils veulent garder leur statut de jeunes urbains qui ont grandi dans des familles aisées ou bien garder leur lien avec leur famille originale. Et certains enfants choisissent de cacher ces histoires. Cela signifie qu'à travers ce genre de roman, nous rappelons au monde que beaucoup du ruraux voudraient entrer en ville.
et c'est souvent très difficile. À travers ce roman, nous rappelons ce problème. Nous essayons de raconter une histoire à ce sujet. Le gouvernement chinois a de nombreuses solutions face à ce problème. J'en parlerai dans un instant. Et je me tourne maintenant vers Marianne Legnaud. Vous êtes présidente du directoire d'Enedis. Enedis, filiale à 100% d'EDF. On a vécu ces 100 dernières années avec un système électrique qui était centralisé. Avec les énergies renouvelables, on va avoir un système énergétique décentralisé. En quoi est-ce que la décentralisation de ce système électrique peut permettre justement de réconcilier urbains et ruraux? Et quel rôle vous jouez justement pour recréer des activités, la responsabilité que vous avez en tant que service public de l'électricité? Merci Patrice, bonjour à tous et à toutes. Votre question, finalement, elle pose le sujet de la transition écologique entre territoires urbains et ruraux. Alors d'abord, on peut dire que évidemment, si les villes sont très concernées, les territoires ruraux le sont aussi par la sécheresse, par les inondations. Et comme cela a été dit en introduction, c'est peut-être pas assez su, mais la France est le deuxième pays rural en Europe, derrière la Pologne, avec 30% de la population, mais qui vit dans le rural, donc dans des communes de moins de 2000 habitants, ce qui représente près de 90% de ces communes. Alors, notre objectif commun, c'est la neutralité 2050, et la France a une énorme chance, c'est d'avoir d'ores et déjà une électricité décarbonée à 95%. Donc notre sujet collectif, ça n'est pas de décarboner encore plus l'électricité, mais c'est d'avoir plus d'usage de l'électricité et d'en produire plus et d'en utiliser dans des usages multiples, tout en veillant à la sobriété. Alors quand on regarde rural-urbain, qu'est-ce qu'on constate? On peut dire que cette transition écologique, quelque part, c'est la chance des territoires ruraux, puisque les territoires urbains dépendent finalement de la campagne. Ils consomment, ces territoires urbains, 20 fois plus d'électricité qu'ils n'en produisent. 2/3 des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de la petite hydraulique, du biogaz, sont produits, 2/3, sont produits en France dans des communes de moins de 2000 habitants. Et tout ça croît à un rythme absolument exponentiel. Alors à Enedis, on est bien placé pour le savoir, puisque c'est nous qui raccordons ces énergies renouvelables au réseau électrique, et on a fait x2 en volume et en nombre de raccordements entre 2022 et 2020. On a aujourd'hui, vous avez parlé de décentralisé, un seul chiffre, 700 000 sites de production renouvelable en France, qui sont partout en France, et à 2/3 dans le rural. Et on doit ajouter à cela 1 million de nouveaux sites de production, et donc à raccorder d'ici 2030. Cette évolution, c'est une chance pour le rural. C'est beaucoup plus d'innovation. L'autoconsommation collective, par exemple, des bâtiments qui se mettent ensemble pour produire et consommer une partie de leur production, eh bien, ça se passe aussi beaucoup dans le rural, dans le Morbihan, dans la Creuse, en Vendée. Ce sont bien sûr aussi des sources complémentaires de revenus pour les agriculteurs. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, vous l'avez dit, ça a été dit en introduction, sentiment d'abandon des ruraux s'agissant des services publics, difficulté d'accès aux services publics de l'éducation, de la santé. Ça n'est absolument pas vrai en électricité. Alors, Marie-Ange a dit le transport, c'est le droit des droits. Moi, je dirais l'électricité, c'est le bien des biens. C'est celui qui permet de se chauffer, d'étudier et d'éclairer tous les usages de notre vie quotidienne. Et quand on regarde l'organisation française, la bonne nouvelle, c'est que cet accès, il est garanti partout, pour tous, et j'ai envie de dire par tous les temps. En ce moment, là, il y a des tempêtes dans le sud-ouest, il y a des clients autour de Pau, dans les Pyrénées, dans les Landes, qui ont perdu l'électricité tout simplement parce que les lignes sont tombées les arbres sont tombés sur les lignes. Eh bien, nous envoyons à Enedis en ce moment même des renforts, puisque nous avons une force d'intervention rapide, de salariés qui vont venir de Montpellier, de Limoges, de Clermont-Ferrand, pour faire que ces clients retrouvent l'électricité plus vite qu'avec les seules forces d'Enedis sur ces terrains concernés. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le client d'Aix,
il va payer le même prix pour avoir accès à cette électricité que le client de la Creuse, alors que j'ai 9 fois moins de clients dans la Creuse qu'à Aix, sans parler de la Lozère où il y a un client tous les 18 km de réseau. Et donc ça veut dire investir à chaque instant pour entretenir ce réseau qui fait 35 fois le tour de la Terre, qui est le plus grand d'Europe. Donc on parle là d'une infrastructure industrielle. Et tous les porteurs de projets de renouvelables, vous tous en tant que peut-être futurs conducteurs d'une voiture électrique, demandeurs d'une pompe à chaleur électrique, vous avez les mêmes conditions techniques de prix, de conditions de raccordement en tout point de la France. Et ça, c'est aussi grâce à Linky, qui est installé aujourd'hui dans 90% des Français. Donc je crois qu'on peut quand même être... On n'est pas au Texas. Oui, quand il y a un aléa climatique, Texas, les réseaux ne sont pas interconnectés, donc chacun se débrouille avec ce qu'il a sur son territoire. En matière de transition énergétique, le sujet, ce n'est pas l'autosuffisance, j'espère que j'ai montré que ça n'avait aucun sens pour des électrons qui se déplacent, mais c'est la solidarité collective, être inclusif et donc aussi l'être par l'éducation, la formation professionnelle, l'ascenseur social auquel nous croyons beaucoup à Enedis, et faire que tout cela soit à portée de chacun au meilleur coût, mais ce qui suppose au meilleur prix, ce qui suppose aussi beaucoup d'investissement, et je crois qu'il faut aussi le souligner. Donc pour moi, beaucoup d'espoir de voir comment cette transition écologique se passe d'abord dans les territoires ruraux. Merci Marianne. Donc d'un côté, le droit des droits pour le transport, le bien des biens pour l'électricité, l'importance de la mutualisation et des services publics. Comment ça se passe en Indonésie, Tri Mumpuni? Vous venez d'un pays qui compte 17 000 îles, 900 habités. À la campagne, justement, le bien des biens, c'est aussi l'électricité. Vous travaillez dans une entreprise qui crée notamment avec des micro-barrages qui créent de l'électricité. Comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour moi, c'est simple. Le vrai problème, c'est la déconnexion aux ressources locales des communautés locales. Et donc, nous sommes là pour reconnecter. Comment est-ce qu'on reconnecte les ressources locales à la communauté locale? C'est grâce à des petites centrales micro-hydrauliques pour générer de l'eau à partir de l'eau des rivières. Et en Indonésie, on a tellement d'infrastructures qui ont été abandonnées. Donc nous avons plusieurs approches. Tout d'abord, on travaille avec les communautés locales qui ne sont pas connectées au réseau national. On crée une entreprise, on va utiliser l'électricité pour développer l'économie locale. Donc, pour que les personnes puissent fabriquer des huiles et travailler dans l'agriculture. Donc, la communauté profite de notre électricité et ainsi la communauté bénéficie de revenus et de meilleures conditions économiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième démarche, l'électricité est connectée au réseau. Et donc, ça veut dire qu'il y a des revenus grâce à cette connexion. Donc, des revenus qui reviennent à la communauté locale. Donc, l'utilisation de cet argent et pour les pauvres, les familles qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer les enfants à l'école. Donc cet argent, grâce à l'envoi d'électricité produite localement sur le réseau, va être utilisé pour les femmes enceintes aussi, pour que leur bébé reste en bonne santé. On va utiliser ces revenus pour construire des canaux d'irrigation. Tout est basé sur la question comment est-ce qu'on va utiliser cet argent?
Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués. Il y a beaucoup d'étudiants techniques qui viennent et qui voient, qui témoignent, commencer de travailler sur le terrain avec des communautés locales. Et ainsi, ils voient le lien entre tout ce qui est urbain et tout ce qui est rural. Dans les zones rurales, on peut aujourd'hui trouver de bonnes écoles, de bonnes infrastructures de santé. Et ainsi, les jeunes ne partent pas forcément dans les zones urbaines. Donc, c'est quelque chose que nous promouvons comme un point d'entrée pour développer l'économie des villages. Donc, ainsi, on a un bon environnement dans les villages avec des revenus. Merci. Merci Tri Mumpuni. Alors, merci à tous les intervenants pour la diversité de vos approches, des solutions qui émergent. Et moi, je voudrais vous faire réagir tous sur l'importance des politiques publiques, parce que vous êtes acteurs privés, vous êtes acteurs publics, mais tout ça ne peut être mis en cohérence que si on a des politiques publiques et si on a donc des responsables politiques qui prennent en considération ces nouveaux enjeux d'aménagement, en fait, d'une certaine façon, du territoire. Peut-être Marianne Legnaud, justement sur ce sujet, et puis ensuite. Merci, oui, c'est une question évidemment qui tient à cœur à un opérateur comme Enedis, dont vous avez compris que l'activité elle est forcément de très long terme, donc elle suppose, nous avons une vision de nos investissements jusqu'en 2040. On a publié une trajectoire souhaitée qui approche les 100 milliards, et je rappelle que l'Agence de l'énergie souligne, mais c'est peu connu, que quand on investit 1 euro dans du renouvelable dans le monde, il faut investir aussi 1 euro dans le réseau qui va permettre, le réseau de distribution, de connecter ce renouvelable. Donc par nature, nous sommes dans la planification. Pourtant, je pense que globalement, on pourrait faire mieux à l'échelle française. Et d'ailleurs, c'est ce que doit permettre la récente loi sur l'accélération des énergies renouvelables, c'est-à-dire comment mieux anticiper ces développements et comment mieux les flécher vers, par exemple, des parties du réseau de distribution où il y a de la place pour les accueillir et donc les connecter le plus rapidement possible et à un moindre coût. Deuxième question, on va rejoindre là les sujets de sobriété. Aujourd'hui, Enedis raccorde énormément de bornes de recharge pour des véhicules électriques, alors qu'ils peuvent être moyennement lentes ou moyennement rapides, ou très très rapides comme il y en a sur autoroute, parce que sur autoroute, vous attendez de vous charger très, très rapidement. Mais on voit aussi que fleurissent des installations de recharge de voitures électriques sur tous les parkings pratiquement tous les parkings de supermarchés. Donc vous allez dans de la restauration rapide, vous avez une borne de recharge ultra rapide, vous allez à côté faire vos courses, même chose. Et c'est comme si dans l'ancien monde, on avait mis une station-service sur chaque parking dans des zones commerciales. On n'a pas fait ça. Donc c'est très très bien. Nous on le fait avec beaucoup de plaisir parce qu'on contribue à la transition écologique. Mais où est la vision globale du schéma cohérent d'emplacement, de localisation de ces bornes, parce que ce sont aussi des matériaux rares, c'est aussi de l'eau, c'est aussi de l'investissement, donc de l'argent public et des recettes qui viennent des clients et des contribuables. Voilà, donc l'effort de sobriété, le fait que les ressources sont finies, nous oblige, de mon point de vue, à une planification qui ne doit pas être non plus que du haut vers le bas. Elle doit concilier, puisque c'est dans le local que ça se passe, dans les territoires que ça se passe, une sorte de réconciliation et avec une vision d'anticipation. Il faut mieux planifier et plus anticiper les investissements dans la durée pour ne pas être non plus devant des murs d'investissement dans les 30-40 ans qui viennent. Tri Mumpuni, vous vouliez réagir justement sur cette question des politiques publiques ? Well, I agree. Je suis d'accord avec vous, Marianne. Nous devons disposer d'un gouvernement qui est cohérent en ce qui concerne les règlements et les lois concernant l'utilisation d'énergie renouvelable. Parce que les ressources sont dispersées dans le contexte indonésien. On parle d'un archipel réel. Petit, c'est beau. Donc, on a beaucoup d'entreprises indépendantes et notre réseau
est intelligent. Ce n'est pas un continent comme le continent européen. C'est important de s'assurer que le gouvernement est pour les énergies renouvelables et pour le développement des communautés locales, pour que ces communautés puissent disposer de leurs propres ressources, pour que ces communautés puissent utiliser ces ressources au sein de leur communauté. Ça, c'est la première chose. Il y a la question politique. Oui, les politiques jouent un rôle très important. Nous voulons nous assurer que politiquement, l'énergie renouvelable est quelque chose d'important pour chaque être humain. Ce n'est pas seulement parce que nous comprenons que le charbon et les énergies fossiles appartiennent aux oligarques. Nous avons besoin de politiques fortes adoptées par les politiques en ce qui concerne les énergies renouvelables. Merci. Donc, vous voulez réagir aussi sur cette question des politiques publiques et d'aménagement, parce que quand on regarde la Chine, par exemple, avec les Uyghurs, c'est-à-dire les travailleurs migrants, avec le permis de résidence, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les urbains. Et donc, comment est-ce que ça bouge aujourd'hui en Chine sur ces questions-là ? Le gouvernement chinois veut résoudre ce problème. Nous avons un programme de réduction de pauvreté. Ce programme, moi-même, je soutiens 2 familles dans ma ville natale. Je parle avec eux pour leur comprendre. À part des soutiens économiques, il faut résoudre d'autres problèmes, par exemple le trafic. Est-ce que ma permis de conduire a été suspendu? Est-ce que tu peux me le récupérer? Ou est-ce que tu peux me trouver un médecin pour traiter une maladie? En effet, il peut trouver un médecin. Mais il me fait confiance. Il veut que je trouve un médecin pour lui. Et aussi pour leurs enfants, ils veulent avoir une meilleure école, une meilleure éducation. En fait, les écoles ont des restrictions, ont des limites, des conditions d'admission. Donc, pour eux, c'est peut-être inaccessible. Le programme de réduction de pauvreté consiste à augmenter les revenus de la population. Il y a 2 étapes. D'abord, il faut réduire des problèmes basiques pour la vie. Et deuxièmement, il faut avoir des services de base. Il faut, par exemple, réduire des problèmes de logement. Voilà, si on arrive à conquérir ces problèmes, alors on peut sortir de la pauvreté. Nous avons aussi une aisance collective. Ça, c'est notre objectif. Comment réduire l'écart entre l'urbain et la campagne. Par exemple, à Shanghai, si on veut aller à Pékin, on a une ligne de TGV. Mais si tu pars de Yunnan, il faut d'abord, pour le même trajet, kilométrage, il faut parcourir 11 heures. Il faut 11 heures pour atteindre leur destination. Si les paysans veulent vendre leurs légumes en prenant le train pour aller dans une grande ville, alors c'est très très compliqué. Vous avez dit que cette table ronde, ce serait une course contre la montre. Il nous reste 4 petites minutes pour des questions dans la salle. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Moi, j'en avais une qui est sur ma tablette. Comment réduire l'écart entre urbains et ruraux? Vous y êtes attaché sur transport en commun, fibre optique, commerce, infrastructure, eau, énergie. Sur cette question de l'eau, effectivement, est-ce que quelqu'un veut réagir ou sur les infrastructures routières, peut-être, Marie-Ange Debon? Est-ce que
Est-ce qu'il y a des choses à faire et comment est-ce qu'on fait surtout? Comment est-ce qu'on planifie? Oui, non, vous avez posé la question des politiques publiques. En fait, on pense tous, je pense, qu'il faut une proximité de la décision publique. Parce que, en fait, les territoires sont quand même assez fondamentalement différents et les problématiques sont assez différentes. Donc, la politique publique, c'est évidemment un socle commun, mais aussi beaucoup de liberté donnée aux territoires pour qu'ils puissent organiser comme ils veulent. Aujourd'hui, par exemple, les collectivités locales françaises n'ont pas la liberté sur leurs recettes publiques. Le transport en commun, je disais, il est très important que l'offre soit disponible. Il y a certaines collectivités locales qui veulent augmenter leur offre, mais elles sont contraintes par l'échelon national sur leurs recettes publiques. Donc on voit que en fait, les politiques publiques, elles sont évidemment déterminantes sur le financement, elles sont déterminantes sur les normes, elles sont déterminantes sur la régulation. Le secteur de la formation, par exemple, le secteur du transport est un secteur qui, comme d'autres, est un secteur en tension, et parce que les politiques publiques de formation n'ont pas toujours mis les bons efforts sur les bonnes matières. On a tout le débat aujourd'hui sur les matières scientifiques. La mobilité n'est pas présente dans les métiers de formation, ou très peu. Donc tous ces éléments de régulation sont déterminants si on veut faire cette réconciliation entre urbains et ruraux, au-delà du financement, un cadre régulatoire qui donne de la proximité à la décision. Merci Marie-Ange Debon. Maya Bakache, peut-être un mot de conclusion? Un mot de conclusion, et peut-être juste qui fera la transition avec la question qui a été posée sur les infrastructures. Effectivement, on n'a pas abordé une autre infrastructure essentielle, qui sont les réseaux télécoms et Internet, qui sont aujourd'hui un peu le cœur quand même du sujet sur les inégalités territoriales. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du télétravail, on ne peut pas développer les territoires ruraux s'il n'y a pas aujourd'hui un accès à ces communications, donc en particulier à la fibre et au réseau mobile. Et donc on le voit bien dans l'histoire de ce secteur, comment les politiques publiques ont été déterminantes. Par exemple sur la fibre, les opérateurs, donc le marché privé, sont allés dans les régions au départ rentables, c'est-à-dire où il y a un marché, où il y a une demande, et donc les zones dites denses, il y a une population, et où il a fallu le plan France très haut débit, il a fallu l'impulsion gouvernementale pour aller plus loin dans les zones où le marché n'est pas immédiatement rentable. Donc pour les infrastructures, là je crois que les économistes sont assez d'accord sur ce sujet, que le rôle de l'État est essentiel. Donc si je dois enchaîner sur un mot de conclusion par rapport à ce qu'on a entendu, moi j'ai envie de retenir deux mots. Le premier mot, c'est soutenable. Vous avez tous parlé de transition énergétique, de transition écologique, et là on a, je crois, un boulevard de questions et d'arbitrage à faire, parce que en réalité c'est pas si simple. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a des politiques et des choix politiques à faire entre des villes denses où on est à moins de 15 minutes de tout, et ça on adore, c'est-à-dire on est à distance pied, vélo, avec tous les services, tous les besoins et tous les achats, et dans le même temps, et là je crois que dans le même temps va devoir être réglé, on a envie de verre, d'aller loin, d'être au frais, d'être au calme, et donc ces ambiguïtés en fait des demandes sociales, à un moment le politique doit devoir les trancher. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce que ce sont des unités de vie, des communautés de vie très intégrées, ou est-ce qu'à l'inverse ce sont des espaces loin avec beaucoup de mobilité et donc des transports collectifs qui s'organisent? Je n'ai pas l'impression que le politique aujourd'hui est tranché, et peut-être nous-mêmes en tant que citoyens on n'a pas encore tranché, mais on voit bien qu'il y a une question, on ne pourra pas tout faire, je ne vois pas bien comment. Mais en tout cas la transition, disons, renouvelle les débats sur les inégalités urbains-ruraux. On n'est plus simplement dans des questions, certains consomment, d'autres produisent. On voit bien que les inégalités vont être rebouleversées, les apports des uns et des autres au sujet vont être rebouleversés, et ça je crois que c'est le chantier qui nous attend.
j'ai encore une minute. Le deuxième mot que je retiens, à part donc soutenabilité, je retiens le mot intégration, que vous avez quasiment tous utilisé. Donc c'est pas simplement réconcilier urbains et ruraux, c'est comment aujourd'hui on refait on refait une communauté. On sort d'une époque, on est dans une époque extrêmement de conflits, d'opposition, et on a besoin en fait, pour réussir cette transition, d'intégration. On a besoin de retravailler ensemble, de refaire communauté, de repartager des besoins, donc la question des inégalités d'accès aux services et aux mobilités et aux infrastructures essentielles est donc le cœur de cette intégration. On ne pourra pas faire si on ne règle pas ces questions de redistribution. Merci beaucoup à tous nos intervenants. L'espoir, c'est le fil conducteur de ces rencontres d'Aix. On voit bien qu'il y a effectivement de bonnes raisons d'espérer quand on vous écoute. Et puis je voudrais terminer avec une petite annonce avec Xidong qui va donc dédicacer son livre à la librairie Fnac présente à Aix aujourd'hui dans la foulée de ce débat. Merci beaucoup.